paso, ubi, paso, ubi, choque, meri, choque, choque, basore, Bonjour et bienvenue pour ce podcast de joute verbale sur l'étranger d'Albert Camus. Créé dans le cadre d'une adaptation théâtrale, ce podcast permet aux acteurs du projet de l'Artus d'approfondir les thématiques du roman L'étranger d'Albert Camus, afin de mieux comprendre l'œuvre et donc de mieux l'interpréter. Aujourd'hui, s'affrontent Guy Courgette. Bonsoir Guy Courgette. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Et en face s'affronte Isello. Bonsoir. Bonsoir Isello, vous allez bien ? Oui, et vous ? Très bien, merci. Je vais vous présenter la thématique de ce soir, du coup, qui est l'étranger d'Albert Camus. L'étranger, c'est quoi ? L'étranger, c'est un des romans les plus lus dans le monde. L'étranger, c'est le premier roman publié en 1942 par Camus. L'étranger, c'est l'absurde de Camus. L'étranger, c'est un style épuré, fidèle aux phrases simples. L'étranger, c'est l'histoire d'un mec qui est jugé pour avoir tué un mec. L'étranger, c'est l'histoire d'un homme face à l'absurdité. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron, et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. Nous allons maintenant passer au débat sur l'étranger d'Albert Camus. Et avant, nous allons nous échauffer. Pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, vous avez devant vous un petit paquet de questions. L'un va prendre une question, va la lire, va choisir s'il est pour ou contre, ou va choisir une part ou l'autre des possibilités, et va débattre, et après va laisser l'autre personne débattre. Si jamais vous dites une insulte, un gros mot, ou que vous coupez la parole, vous devrez alors piocher un gage pour continuer le débat. Qui veut commencer pour le débat d'échauffement ? D'accord. Alors, vous piochez dans ce paquet-là. Du coup, la question est foot ou basket. Du coup, je choisirai foot, évidemment. Ça tombe bien. Alors moi, je trouve que le foot, c'est mieux que le basket, ça le surpasse largement, puisque on l'a vu à la dernière Coupe du Monde, c'est un sport populaire, et on était à ça d'ailleurs de gagner une 3e étoile, ce qui n'est pas rien. Et je ne suis pas sûr qu'en basket, il y ait un tel engouement. Puis même, pour ma part, j'ai commencé à faire du foot à un très jeune âge, et j'ai très peu d'amis qui ont fait du basket et en ont eu une si bonne expérience que moi j'en ai eu. D'accord, alors je vais rebondir, parce que moi c'est le basket, donc je vais rebondir sur ce que tu as dit. Si tu parles de la Coupe du Monde qui a généré des centaines de morts dans un nombre de pays colossal, tout ça pour engraisser le Qatar, eh bien je comprends que ça ait pu effectivement être colossal dans ce sens-là. Par contre, le basket, en termes de sport populaire, je pense que c'est quand même un sport qui a fait ses preuves, qui est pratiqué dans
tous les endroits, tout simplement, qui naît dans la rue. Et moi, ça me parle, hein. Tu as fait part de ton expérience. J'ai moi-même grandi dans des endroits peu fréquentables, et le basket était un endroit où, tout simplement, la vie, en fait, se faisait, et les différences sociales, ethniques s'abolissaient au profit du ballon rond. Voilà. Sauf qu'en parlant de ballon rond, on peut aussi parler de football. Et quand tu parles, évidemment, de transgression des règles sociales, tu ne peux pas oublier le Grand Pelé qui nous a quittés il y a quelques temps. Ce Grand Pelé qui, au Brésil, je te rappelle, et en Argentine, si on ne peut citer que, ont la chance de pouvoir transgresser ces problèmes sociaux qu'ils vivent d'ailleurs en ce moment avec une crise sans précédent de l'économie, et qui, avec le football, et même ceci depuis des générations, arrivent à s'allier en ayant des matchs de foot à carton plein, on ne peut même plus payer un ticket, avec d'un côté de la tribune des gens pauvres qui ont réussi à avoir un ticket, et des gens plus aisés. Donc je trouve que cet argument n'est pas forcément valable, sachant que effectivement le foot est un sport qui est né de la population. Vous pouvez piocher une autre question à votre tour pour pouvoir débattre. Allons-y. Le dentifrice. Alors je vais peut-être te surprendre aujourd'hui, mais le dentifrice, pour moi, en plus d'être non nécessaire, devrait être banni de tous nos supermarchés. Pourquoi ? Eh bien parce que, en tout cas dans la forme qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire des emballages plastiques, de la pollution, tout un tas d'éléments qui génèrent à long terme des problèmes, le fluor, etc. Alors moi je dis le dentifrice, d'accord ? Mais le dentifrice durable, écologique. Les versions faites maison, il en existe des tas, il n'y a qu'à regarder sur YouTube, il y a des tutoriels à foison. Voilà, donc le dentifrice c'est non, en tout cas tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en majorité. Je trouve que cet argument est peut-être valable, mais pour moi il ne l'est pas, dans le sens où quand on regarde la plupart des alternatives écologiques, car oui je me suis renseigné, ce sont à la fois des recharges qui sont, comme tu le dis, dans du plastique aussi. Donc je trouve qu'avoir l'idée est bien, sauf que quand on n'a pas les moyens de le réaliser, on ne le fait pas. Et lorsque l'on dit ça, effectivement, on aura des jeunes qui, étudiants, veulent effectivement se tourner vers quelque chose qui est peut-être plus durable de la planète. Sauf qu'on le remarque, d'un point de vue argent, ce sont évidemment des choses qui sont coûteuses. Et c'est bien gentil de vouloir avoir des alternatives écologiques. Mais le public qui est visé n'est non pas une clientèle aisée, mais plutôt une clientèle qui ne l'est pas. Donc c'est un peu gentil de dire ça. Et pour revenir sur le fluor, effectivement, alors je ne suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites. Les essais sur le fluor ont effectivement été menés par des universités américaines, et on connaît le poids qu'ont les universités américaines dans le rôle qu'est la bienséance et forcément le degré scientifique de la chose, c'est-à-dire 0. Et excusez-moi, j'utilise du dentifrice au fluor depuis des années. Ma grand-mère en utilise depuis qu'elle a son plus jeune âge, et pourtant je ne vois pas des dents qui tombent. Pour moi, c'est un non-sens. Vous pouvez piocher une dernière question. Campagne ou ville ? Campagne. Je trouve que la campagne est un endroit qui est beaucoup plus fort vivable que la ville. La ville, qu'est-ce que c'est ? C'est la pollution, c'est les nuisances sonores, c'est le tram qui ne vient pas alors que lorsque l'on sort de boîte, c'est l'incommodité au possible. Pour moi, les campagnes, c'est les senteurs, c'est le doux réveil au son du coq, c'est la tradition, tout simplement. Et j'ai été bercé et baigné dans cette tradition-là, de la campagne, de pouvoir se réveiller sans forcément entendre les éboueurs qui passent avec les tonnes de verre du bar d'à côté. C'est le calme. Alors, écoutez, je suis tout à fait d'accord. Cependant, il faut voir qui va à la campagne aujourd'hui. C'est qui va à la campagne, d'accord ? Les néo-ruraux, justement. Les gens qui quittent la ville, le train-train, le tram qui ne nous récupère pas en sortie de boîte. Je connais ces problèmes-là. Ce que je connais aussi, c'est les gens qui décident, à 40 ans, fatigués, de prendre un peu de repos, d'aller s'installer dans un petit pavillon là avec le jardin, le petit chien, etc. C'est bien mignon. Après, il faut voir ce que ça génère écologiquement, tout ça aussi. C'est des nouvelles constructions, c'est des nouveaux réseaux d'alimentation électrique, de la pollution, l'utilisation de la voiture qui quadruple pour le moindre déplacement. Donc la campagne, c'est la tradition, d'accord, ça sent bon quand on se réveille, mais il faut aussi voir que les gens qui peuplent la campagne aujourd'hui, c'est des gens qui polluent énormément. Voilà, et je vous le dis ça, dans les yeux. Voilà. Et étant donné que le problème n'est pas de la campagne, il vient essentiellement de la ville, je ne vois pas où est le problème, dans le sens où ce sont des citadins qui ont eu la bonne idée de venir nous déranger dans notre campagne, sachant que la campagne, si effectivement on utilise la voiture à ce point-là, c'est aussi à cause de la ville, puisque la ville a eu la merveilleuse idée d'avoir
une merveilleuse invention qu'est le TER urbain, ce qui est le RER si on veut, hein, le RERC on connaît. Eh bien chez nous, nous n'en avons pas, puisque tout simplement Paris, hein, toujours Paris, a décidé que les campagnes n'avaient pas besoin de ce réseau-là. Du coup, nous sommes piégés face à des villes qui, elles, s'agrandissent et nous récoltons seulement les gens qui veulent un exode, sauf qu'effectivement, ils amènent avec eux ce que nous ne voulons pas de la ville. On peut maintenant passer au vrai débat, c'est-à-dire les questions sur le roman de l'étranger d'Albert Camus. Je vous laisse piocher une question du vrai débat. Allons-y. Alors, l'étranger est une œuvre carpe diem, point d'interrogation. Pour moi, ça n'est pas vraiment le cas. Pour moi, l'étranger, donc carpe diem, cueille le jour. Je ne suis pas sûr que l'étranger parle principalement de ce sujet-là. Pour moi, l'étranger, c'est avant tout une réflexion sur plus ce que serait la condition humaine dans une perspective un peu existentialiste, c'est-à-dire essayer de prendre en compte réellement la question de l'existence à l'époque de Camus, mais le problème est encore ouvert aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce que c'est qu'exister ? Qu'est-ce que c'est que vivre ? Assumer sa condition humaine, donc dans un monde absurde, dans un monde sans Dieu, dans un monde au sein duquel le sens a disparu. Et donc pour moi, c'est vraiment ça qui est plus central dans cette œuvre d'Albert Camus, plus que la question de cueille le jour, dont je ne vois pas vraiment l'intérêt pour analyser cette œuvre. Alors je trouve ça intéressant, sachant que vous dites effectivement que c'est un courant de pensée qui est l'absurde, sauf que je trouve que cette idée de carpe diem est essentielle dans cette œuvre-là, puisque le personnage de l'étranger, qui, à la faveur de ce que vous dites avec la pensée de Camus, découvre effectivement ce qu'est la vie et le sens qu'il a à partir du moment où il est condamné à mort. C'est à la fois le moment où le carpe diem peut-être exister. Pour moi, cette œuvre est l'absolu dans le carpe diem, puisque cet homme-là va cueillir tous les instants qu'il va avoir à partir du moment où il va tuer cet homme-là. Cet homme-là n'a rien demandé, certes, si l'on veut, mais lui, ça va être le déclencheur de son sens de vie. L'essentiel de ce roman, c'est le carpe diem. C'est pour moi la base de tout. C'est sans ce carpe diem-là, l'œuvre de Camus n'aurait aucun sens, puisque c'est à ce moment-là que l'absurde se manifeste. Alors si je peux me permettre une petite réponse rapidement, je vois le point que tu veux soulever, mais à la lecture de l'œuvre, après avoir assassiné l'arabe, on a un Meursault qui a l'air d'être dans la droite lignée du début du texte, c'est-à-dire un Meursault que tout indiffère, qui n'a pas spécialement l'air d'apprécier justement réellement tout ce qui lui arrive, ce qui est peut-être un peu plus le cas à la fin, après avec la venue de l'aumônier, où là on a une sorte d'extase un peu, où on a l'impression qu'il affirme enfin sa condition et qu'il accepte ce qui se passe et qu'il le prend à bras-le-corps. Pour moi, c'est vraiment plus le roman de l'indifférence, en tout cas jusqu'au moment de l'aumônier, les moments où il est enfermé dans sa cellule, où il regarde tout ce qui se passe, l'air hébété, etc., qui font écho au début du texte, où tout ce qui se passe l'indiffère, encore une fois. Je trouve que s'il y a un carpe diem dans l'œuvre de Camus, dans cette œuvre-là en question, ce serait vraiment plus à la fin. Et à la rigueur, c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être même plus dans des essais théoriques comme le mythe de Sisyphe, où il dit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, etc., lorsqu'il soulève son rocher. Là, on a cette idée-là. Pour moi, dans l'étranger, c'est une question qui arrive assez tardivement, je pense. Vu que ça fait partie du cycle de l'absurde, c'est plus l'aspect négatif de cette question-là qui est traité, me semble-t-il, cher confrère. Alors déjà, je vous prierai de me vous voyez, s'il vous plaît. Et je pense effectivement que, bien que vos théories soient bonnes, je trouve que l'essentiel de ce que je disais par rapport au carpe diem est que, à partir du moment où l'aumônier arrive, c'est-à-dire après l'acte qu'il est fait, il se réveille enfin. Et on voit un personnage qui, jusqu'au meurtre qu'il fait, jusqu'au moment où le carpe diem entre en jeu, est totalement amorphe. Il n'a aucune émotion. Lorsque sa mère décède, lorsque l'on enterre sa mère, il n'a aucune émotion. Au contraire, lorsqu'on vient lui parler de Dieu, et là c'est intéressant avec ce que Camus dit, lorsqu'on vient lui parler de Dieu et qu'on sait qu'il est condamné et que chaque jour qu'il vit peut être le dernier, on a un homme qui se réveille. Donc pour moi, c'est essentiel. Isolé, merci. Vous pouvez reprendre une autre question pour continuer le débat ? L'étranger d'Albert Camus, surcoté ou pas ? Pour moi, l'œuvre d'Albert Camus n'est pas surcotée. Pour moi, l'œuvre d'Albert Camus, c'est un jalon dans l'histoire de la littérature française. C'est l'homme qui, à côté de Sartre, a réussi à faire lire au plus grand monde sa philosophie, sa vision du monde, et a pu
et on l'a vu faire lire à un très grand nombre l'histoire de ce jeune Meursault qui, pétri de cette absurdité qu'est la vie, a pu découvrir après ce meurtre ce qu'était l'absurde. Donc pour moi, c'est non pas quelqu'un qui serait surcoté, au contraire, mais c'est quelqu'un qui a toute sa place dans le panthéon français aux côtés de ces grands hommes comme Victor Hugo ou Proudhon. Écoute-moi bien, mon petit pote. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais j'ai quand même l'impression qu'on nous prend un peu pour... Voilà, vous avez le fond de ma pensée. Tu cites Sartre, tu cites Victor Hugo, tu cites Proudhon, mais enfin... C'est vu et revu tout ça. On a déjà entendu toutes ces choses. Sartre, c'est un vieux pervers. Hein. Il y a eu des études qui ont montré qu'avec son castor, hein, comme il l'appelait, il y avait des fameuses sauteries dans la maison conjugale. Bon, voilà. C'est des gens qui ont une existence douteuse. Camus, bon, voilà, très frivole, etc. Bon, c'est quand même, globalement, à mon sens, très surcoté. En plus, l'écriture, pardon, mais... on s'ennuie, hein, pour pas piocher un gage de gros mots. Il se passe rien, les phrases sont d'une banalité affligeante, c'est niveau primaire, voilà. Moi je trouve que c'est beaucoup trop lu dans les écoles, dans les lycées. Voilà, il serait temps de passer à autre chose. En plus c'est vieux comme le monde, hein, 20e siècle, on est au 21e siècle, on a des iPads, hein, on a des intelligences artificielles. Je sais pas, c'est plus dans l'air du temps, il est temps de passer à autre chose, vraiment. Alors sur l'argument que vous sortiez sur le fait que ça soit banal, je trouve qu'au contraire c'est une force, car on peut l'enseigner dès le plus jeune âge. C'est une œuvre qui est facilement lisible et qui permet même à des gens qui ne sont pas familiers à la langue française de pouvoir l'apprendre. Je trouve ça formidable de pouvoir à la fois apprendre et pouvoir avoir un accès à la culture française, ce qui n'est pas rien. Et de plus, je trouve que votre argument sur les prétendues affaires qui ne nous regardent pas sur Sartre... plutôt nous ferait pencher sur un sujet glissant qui est l'idée de dissocier l'homme de l'artiste, ce qui ne nous regarde pas. Et vous pouvez savoir aussi que Sartre n'a pas forcément été que cela, puisqu'il a été aussi un homme très important, et ce n'est pas pour rien que des âmes comme Simone de Beauvoir ont pu le fréquenter. Eh ben parlons-en de Simone de Beauvoir. Hein. Qui c'est qui relisait tous les textes que Sartre écrivait sous les drogues les plus, sous la mescaline, là, sous l'essence de cactus? Eh ben c'est Simone. Hein. C'est le castor qui réécrivait ses textes. Bon bah super. Albert Camus pareil, un briseur de cœur comme on n'en a jamais vu. Bon, mais à côté de ça, puisqu'on dissocie l'homme de l'artiste, ce qui est d'ailleurs déjà assez douteux, mon cher confrère. Bon, Camus c'est quoi? C'est du nihilisme. Hein. On se pend à la fin de Camus. Est-ce qu'on a vraiment envie que tous nos lycéens se pendent? On a déjà assez de tristesse comme ça tous les jours. Hein. Bon, moi je pense qu'il est temps de passer un peu à autre chose, quoi. Voilà. Vous pouvez piocher une dernière question de débat? Est-ce un sacrilège d'en faire une pièce de théâtre? Pour moi, non. Tout au contraire. Pourquoi? Parce que Camus est un auteur qui a lui-même adapté beaucoup de textes au théâtre, pour commencer. Dostoïevski, par exemple, entre autres. Et puis voilà, Caligula, c'est un auteur qui a un rapport assez intime avec le théâtre. Donc ça, c'est une première chose. Et pour parler de l'étranger en lui-même, je trouve qu'il y a dans cette œuvre-là énormément d'éléments qui peuvent en faire un bon terreau, justement, pour une adaptation théâtrale de qualité. Par exemple, le fait qu'il y ait un certain nombre de dialogues, quand même, assez cinglants, assez vifs. Ce travail du texte parlé, du coup, de l'oralité, peut être très intéressant, par exemple. Et ensuite, au niveau des indications, voilà, un peu synesthésiques, avec le moment où il tue l'arabe sur la plage, etc., les évocations des sensations de chaleur, d'aveuglement, etc., les odeurs, etc., la présence de la mer, etc., tout ça sont des éléments, je trouve, qui peuvent être intéressants à adapter de manière théâtrale, quoi, sur scène. Je vais pas vous mentir, je suis allé voir il y a quelques semaines une adaptation de la pièce de théâtre, enfin, au contraire, de cette œuvre, et pardonnez-moi, mais on s'ennuie. Franchement, on s'ennuie. Alors, je ne sais pas si forcément c'est dû à la piètre réalisation ou au piètre travail de l'auteur. C'est essentiellement une pièce de théâtre où on peut s'ennuyer, franchement. Alors, effectivement, vous parlez de cette richesse de philosophie, de synesthésie. Oui, mais nous parlons effectivement, avec une pièce de théâtre, à une population et à un public qui est vaste. Et ce ne sont pas forcément des lettrés comme vous. Et désolé, on ne va pas au théâtre forcément pour réfléchir, on y va pour passer un bon moment, on y va pour
pour aller avec sa dulcinée, on y va pour passer du bon temps. On n'y va pas forcément pour aller écouter du Goethe, excusez-moi. Et je trouve qu'on se rapproche plus de la séance d'ennui que de la séance de théâtre. Alors, je suis tout à fait navré que tu aies passé une mauvaise expérience au théâtre en ayant vu l'adaptation de Camus. C'est peut-être effectivement le choix de la mise en scène ou ce genre de choses qui a pu te poser problème. Je pense quand même qu'au sein du texte, il y a tout un tas d'éléments qui justement peuvent apporter cette part d'action dans l'oralité, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui justement qui peut piquer le lecteur, enfin le spectateur du coup, qui peut le piquer, qui peut le surprendre hein, avec les phrases de Meursault qui sont des punchlines. Hein. Aujourd'hui, maman est morte. Sur scène, ça a quand même son petit effet. Je ne sais pas si tu dormais à ce moment-là, mais je pense que ça peut en choquer plus d'un. Voilà. Et à côté de ça, sur l'aspect intellectuel, alors oui, j'utilise le mot synesthésie, c'est peut-être un peu empoulé, mais je trouve que justement l'écriture de Camus à l'origine est quand même plus lisible que ça, et donc c'est tout à fait possible de passer un moment sensuel, un moment d'action et de plaisir qui ne soit pas réflexif, voilà, un plaisir concret justement avec cet échange d'oralité, et puis aussi la scène voilà, du meurtre, hein, qui est quand même, pareil, une détonation sur scène. Enfin, il y a beaucoup de choses à imaginer là-dessus, quoi. Je pense qu'on peut quand même bien s'amuser. Alors effectivement, vous parliez du meurtre, et j'aimerais en revenir là-dessus. À quel moment vous voulez me faire un meurtre au théâtre ? On a, durant toute l'histoire du théâtre, évité de faire des meurtres sur scène. Et là, vous voulez mettre une des scènes les plus violentes de notre panthéon littéraire sur scène ? Avec un homme qui tue comme ça, aveuglément, un homme juste parce qu'il a eu le soleil dans les yeux, quoi. Vous parliez du côté des punchlines que pourrait sortir Meursault. Alors il est vrai que lorsque l'on le lit, on peut s'imaginer une telle chose, mais franchement, ce sont les seules petites choses qui pourraient sauver cette pièce de théâtre qui, en somme toute, est sur les 90% assez fade. Merci beaucoup. Le débat est terminé. Maintenant, je vous propose, pour conclure, que vous nous donniez chacun votre avis sur L'étranger d'Albert Camus en quelques mots, quelques phrases. Chers collègues, si tu veux y aller. Il n'y a pas de souci. Alors pour moi, Albert Camus, c'était à la base une œuvre que j'étais obligé de lire au collège, comme je pense comme beaucoup de personnes, et j'avais pas forcément l'envie, et du coup je l'ai découvert que très tard. Et quand j'ai découvert, je me suis rendu compte que ça faisait pas mal écho avec ce que je ressentais par rapport à lorsque l'on grandit, on se fait par exemple des questionnements sur qu'est-ce que l'on est, on grandit, on se pose des questions, et j'ai trouvé que ça me correspondait pas mal. Et je me suis beaucoup intéressé au personnage de Meursault, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et pour faire court, je trouve que c'est un livre, une œuvre, ou voire même une pièce de théâtre, comme on en a parlé, qu'il faut voir, qu'il faut lire et qu'il faut s'approprier, car cela, en fait, couvre des réflexions et en fait des choses qui nous, je pense, concernent tous. Ok. Un peu dans la même lignée que toi, je pense. Enfin, beaucoup de jeunes l'ont découvert peut-être dans les classes, au lycée, etc. Ça a été mon cas aussi. Et ça a été une découverte, bien sûr, très frappante. Enfin voilà, c'est le premier roman que j'ai lu de lui, avec cette première phrase fatale qui a eu beaucoup d'écho pour moi à la lecture du texte. Mais aussi, donc une découverte, mais aussi une rencontre. Camus, c'est un auteur que, comme beaucoup de gens le diront sûrement, mais je m'en fiche. C'est un auteur qui m'a vraiment bouleversé dans ma vie personnelle, avec ce texte et puis avec tout son cycle, voilà, tous les écrits qu'il a pu proposer là-dessus. Donc sur cet aspect très négatif, très autour de l'indifférence et de cette espèce de mal de vivre du XXe siècle et du XXIe siècle. Ce fait que vivre n'est plus aussi évident en l'absence de Dieu et d'autres croyances qui nous soutiennent. Mais aussi avec son côté positif, donc L'homme révolté, et puis d'autres œuvres qu'il a écrites, avec l'aspect justement plus solaire, plus qui donne envie de vivre, en fait, d'exister, et de se rebeller aussi dans cet engagement politique, bien sûr. Et c'est cette citation, qu'il a, je ne sais plus exactement d'où ça vient, mais qui m'a beaucoup marqué. Je suis né à mi-distance de la misère et du soleil. Et cet aspect-là de quelqu'un qui a eu une enfance très compliquée, avec sa mère, etc., tout seul, enfin très compliqué avec la maladie, etc. Donc qui a connu aussi la souffrance et la misère en Algérie, mais voilà, qui a aussi cet aspect solaire, très solaire, qui transparaît dans son écriture et qui nous pousse à vivre avec un peu de sourire malgré tout. Merci à vous deux pour ce débat. On
continuera le prochain podcast autour du personnage de l'étranger d'Albert Camus. Choque